La traversée en ferry vers Gozo ne prend qu'une vingtaine de minutes depuis l'extrémité ouest de l'île de Malte. Gozo n'occupe que le quart de la superficie de Malte et c'est une île bien différente qui cultive un art de vivre très paisible. Le paysage y demeure verdoyant toute l'année, même en plein été, quand ces terrasses cultivées contrastent avec les paysages desséchés de Malte. Cette petite île fournit la plupart des produits consommés de l'archipel et son développement touristique limité permet de garantir tout le charme rural des villages perchés au sommet des collines. Avant d'atteindre Gozo, le ferry longe l'île minuscule de Comino, célèbre par son lagon bleu, ses grottes marines et sa tour fortifiée construite au XVIIe siècle afin de la protéger des envahisseurs. Mgare est le port d'arrivée des bateaux en provenance de Malte. Vu du ferry, c'est un petit port animé qui est d'ailleurs l'un des sujets favoris des aquarellistes maltais. Sur une colline à gauche de la ville se dressent les remparts du fort Chambray, dont l'ambitieux grand maître Manuel de Villena voulait faire une forteresse au début du XVIIIe siècle. À l'horizon se dressent deux clochers. La gracieuse église néogothique de Notre-Dame de Lourdes semble aujourd'hui petite à côté de l'église du village voisin. Le village de Xeukija, autrefois insignifiant, possède une magnifique église à coupole, la fierté des Gozitains. Le dôme de cette église de village domine pour une grande partie le paysage de l'île. Avec ses 75 mètres de hauteur, c'est l'une des 3 plus grandes coupoles d'Europe. Les villageois ont financé eux-mêmes la construction de l'église de la coupole entre 1951 et 1978. Le plus vaste et le mieux préservé des sites préhistoriques de Gozo, Gantija, serait la plus ancienne structure verticale du monde, plus ancienne encore que les pyramides d'Égypte et que Stonehenge en Angleterre. Selon la légende, les énormes blocs de Gantija furent apportés du sud de l'île par une géante entre 3600 et 3000 avant Jésus-Christ. Certains blocs
mesure plus de 6 mètres et pèse plusieurs tonnes. Le complexe, découvert en 1827, se compose de 2 temples distincts construits à plusieurs siècles d'intervalle avec une avant-cour. Chaque temple possède 5 absides en forme de lobe partant d'un couloir central. On y distingue entre autres les orifices de libation, des blocs de calcaire ornés de volutes, une niche d'oracle et un bassin en pierre pour la toilette des pieds. Les gros blocs de l'autel étaient sans doute utilisés pour des sacrifices d'animaux. Marsalforn est le premier complexe balnéaire de l'île. Cette localité se situe à l'extrémité d'une longue vallée en contrebas de Vittoriosa. In here is nothing, only fishing, but now. But there you are. La baie de Marsalforn est bordée par un front de mer particulièrement animé pendant l'été. À l'arrière-plan se dresse sur une petite butte une statue du Christ qui domine la vallée et la baie. Charmant petit village côtier, Xlendi demeure la station balnéaire la plus prisée après Marsalforn, malgré la présence d'un grand immeuble d'appartements de vacances. Sur la minuscule promenade, quelques terrasses de café et des boutiques de lainage entourent les hôtels de la baie. En été, de petits bateaux mouillent au bord de la plage de sable, à l'abri des hautes falaises, et sous la garde de la tour de Xlendi, qui date du XVIIe siècle, et qui est l'une des nombreuses fortifications ceignant l'archipel.
La route pittoresque qui mène de Xlendi à Victoria parcourt la vallée escarpée et passe devant le lavoir des Chevaliers dans le faubourg de Fontana, lavoir qui a été construit par l'ordre sur une source qui ravitaillait les habitants en eau. À côté de la fontaine, un ensemble de grandes boutiques propose aux touristes toutes les productions artisanales de la région et vraisemblablement d'ailleurs. Garbes est l'un des plus beaux villages de Gozo. Ses coquettes maisons à balcons ouvragés sont nichées autour de l'église paroissiale baroque de l'Immaculée Conception qui date du XVIIe siècle avec sa façade concave originale. À côté de l'église, une maison abrite un petit musée qui présente aux visiteurs toutes les activités économiques et culturelles traditionnelles de l'île de Gozo.
L'église néo-romane de Tapinou est le principal lieu de pèlerinage de l'archipel maltais. L'apparition de Marie en 1883 et la quantité de miracles accomplis par la Sainte Vierge d'après la ferme conviction des Iliens ont rendu ce lieu célèbre. L'église a été bâtie en 1920 à l'emplacement d'une chapelle originale du XVIe siècle qui a été intégrée à la nouvelle construction. Elle reçut le statut de basilique en 1932. La reine Victoria donna son nom à la capitale de l'île de Gozo en 1887. La ville de Victoria se situe au cœur de l'île, au pied d'un plateau rocheux d'une hauteur de 140 mètres, qui porte les soubassements d'une citadelle moyenâgeuse. Il ne reste pratiquement rien du palais à l'intérieur de la citadelle. On y découvre cependant la cathédrale, le palais épiscopal, quelques musées et quelques boutiques pour les touristes. Les Gozitains fortunés vécurent à l'intérieur des remparts bien conservés jusqu'au XVIIe siècle. Par la suite, ils préférèrent s'établir au pied de la colline, à l'endroit de la Victoria actuelle. Les Maltais continuèrent à appeler leur ville par son nom médiéval Rabat, qui risque de créer une confusion avec la ville de Rabat sur l'île de Malte. Fortifiée bien avant l'époque romaine, la citadelle fut détruite par les Turcs en 1551, puis rebâtie par les chevaliers. De nombreux bâtiments furent détruits lors du séisme de 1693, alors que la citadelle était déjà abandonnée par de nombreux habitants. Lorsque l'on fait le tour des remparts, on peut admirer un panorama à 360 degrés qui offre les plus belles vues sur l'île de Gozo.
Œuvre de l'architecte maltais Lorenzo Gaffa, la cathédrale de Victoria fut commencée en 1697 à l'emplacement d'une ancienne église et terminée en 1711. À l'intérieur, un plafond en trompe-l'œil aux proportions parfaites donne l'illusion d'un dôme immense. En fait, le toit de l'édifice est plat, les fonds étant venus à manquer avant la fin des travaux. Avant de regagner le ferry dans le port de Mgare, nous montons sur une colline dominant la côte afin d'admirer le paysage vers l'île de Comino et de son célèbre lagon bleu qui sépare l'île de Gozo de celle de Malte.
Situé en plein cœur du village de Tarxien, ce temple mégalithique constitue l'un des plus grands ensembles architecturaux de la République et c'est sur ce site qu'on a effectué les fouilles archéologiques les plus intéressantes. Dans le premier temple, il y a une réplique du socle d'une statue géante de déesse, l'une des plus anciennes représentations de divinités au monde. Ces temples mégalithiques servaient de toute évidence à des sacrifices d'animaux, précédés de cérémonies et de lavements rituels où les symboles de fertilité jouaient un rôle essentiel. Le deuxième temple compte 3 salles de part et d'autre d'une allée centrale. Il servait, dit-on, à l'initiation des prêtres. Il comprend des gravures représentant un taureau et une truie avec sa portée. Des formes anciennes de crémation avaient lieu entre ces murs, comme le prouvent les parois noircies. Dans l'avant-cour du site, on peut voir rassemblées dans un coin de grosses pierres sphériques qui servaient au transport des mégalithes. Au sommet des falaises, aux abords du village de Krendi, se dressent 2 autres sites de temples mégalithiques. Agarkim, découvert en 1839, occupe les hautes terres. Mnajdra est un peu plus en contrebas. Tous deux font face à la mer, donnant sur l'îlot de Filfla, qui jouait sans doute un rôle rituel dans la vie des temples, expliquant leur isolement. Le temple de Agarkim a été construit en 2 phases, aux environs de 3500 et de 2800 avant Jésus-Christ. Le temple se compose de différentes salles abritées derrière une façade commune. L'entrée principale du temple est très bien conservée. Elle se compose de 2 rangées de mégalithes sur lesquelles est posée une gigantesque dalle. Les pierres fenêtres sont une autre curiosité de l'endroit. Des trous ovales ont été taillés dans la roche où même un homme peut passer. Ils étaient censés rendre l'accès à certaines chambres du temple encore plus mystérieux et donc plus divins. La toiture qui couvrait l'ensemble était probablement composée d'une couverture en argile avec des poutres.
Les salles à l'intérieur abritent différentes sortes d'hôtels. Tout à fait remarquables sont les hôtels-blocs avec leurs décorations typiques. En faisant le tour du temple, on ne manquera pas de remarquer un mégalithe qui étonnera par ses dimensions hors normes. Celui-ci fait 4 mètres de haut, 7 mètres de long et 60 cm d'épaisseur. Son poids total s'élève à près de 20 tonnes. Difficile de s'imaginer comment ces pierres ont été acheminées jusque-là. Agar Kim n'est pas l'unique site de ce genre dans la région. À 500 mètres de là, en contrebas, se trouve l'ensemble architectural de Mnajdra qui se distingue essentiellement par la beauté du paysage environnant. Les 3 temples de Mnajdra, ceints d'un mur de calcaire corallien, sont mieux conservés que ceux de Agar Kim. Ces temples, de 2500 avant Jésus-Christ, présentent un beau travail d'encorbellement et d'ornement. Une salle de l'oracle, percée d'une niche carrée et utilisée par le prêtre, est aisément reconnaissable. Le temple de Mnajdra est intéressant à cause de ses pièces secrètes cachées dans l'épaisseur des murs. Ces pièces communiquent avec le temple par des ouvertures dans les parois. On suppose qu'il y avait devant ces ouvertures des statues de divinités et que le prêtre, caché dans la chambre de l'oracle, prêtait sa voix aux divinités pour s'adresser aux croyants. Il est probable que le culte pratiqué dans ce temple ait été curatif en raison des pièces en terre cuite retrouvées et qui représentent des parties anatomiques du corps humain portant des symptômes d'infirmité.
La côte méridionale de Malte, déchiquetée, est jalonnée de grottes dont la grotte bleue est la plus spectaculaire. La promenade en bateau est plus agréable le matin quand les rayons du soleil se reflètent à l'intérieur de la grotte, teintant les eaux d'un camailleux de bleu intense. La grotte bleue n'est accessible que par bateau au départ du petit port de Wied-iz-Zuriek. Les petits bateaux de pêche longent d'abord des falaises rocheuses très impressionnantes et atteignent ensuite une large baie percée de plusieurs grottes où s'engouffre la mer. La grotte bleue possède 2 entrées à une hauteur d'environ 30 mètres et un diamètre de 90 mètres. Lorsque vous y pénétrez par bateau, vous serez non seulement surpris par le jeu des reflets de l'eau, mais aussi par les coraux orangés qui adhèrent à la paroi rocheuse. C'est au début de l'après-midi que la lumière est la plus belle.
C'est à Marsaxlok que les envahisseurs turcs débarquèrent en 1565 et les troupes napoléoniennes en 1789. Dans la ville, vous ne trouverez pas plus de traces de leur passage qu'ailleurs dans l'île. Par chance, aucun bâtiment moderne ne vient défigurer le plus pittoresque petit port de pêche de l'île. Tout au plus, quelques restaurants récents et des bars en bord de mer servent-ils les nombreux touristes en excursion. Cette petite ville de 1600 habitants
correspond tout à fait aux photos idylliques de prospectus de vacances, ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Malte. Il n'y a aucun hôtel et la plupart des voyageurs ne sont que de passage. Sur le front de mer se tient chaque jour un marché à leur intention. Des bateaux de pêcheurs bariolés, qu'on appelle également luzzi, se rassemblent alors par centaines sur l'eau. Les pêcheurs trient leurs captures ou dessinent de nouveaux yeux sur le bateau. Il s'agit d'une pratique remontant à l'époque phénicienne, censée éloigner le mauvais œil. Une île nichée entre l'Europe et l'Afrique, qui accueillit des comptoirs phéniciens et la colonisation romaine, puis le gouvernement des chevaliers de Saint-Jean et la colonisation britannique, bastion avancé de la chrétienté face à la puissance ottomane, clé de la Méditerranée que les Anglais disputèrent aux Français et aux puissances de l'Axe, Malte est marquée par les sièges qu'elle soutint héroïquement à plusieurs reprises, et possède tout le charme d'une île ensoleillée au riche patrimoine architectural et historique.